j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast créatif, couture, peut-être un petit peu de broderie, je vous expliquerai. Donc ça fait un moment que je suis pas venue faire une vidéo. Et ben ça fait depuis avant l'été 2020. Donc voilà, il s'est quand même passé pas mal de temps. C'est pas pour autant que j'ai arrêté de coudre ou que j'ai arrêté de faire des choses, mais bon voilà, la rentrée a été un peu... Voilà, difficile il a fallu qu'on s'organise, ça a été nouveau pour nous et puis il y a eu pas mal d'événements qui ont fait que j'ai un petit peu délaissé les réseaux sociaux, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Déjà pour commencer, bonjour à toutes et à tous, je suis AG Couture, Amélie. Vous me retrouverez sur mon blog AG Couture WordPress. Vous ne me retrouverez plus ni sur Instagram ni sur Facebook. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021. J'espère que tous vos vœux se réaliseront, que ce soit une année créative ou pas. Et j'espère qu'on sera quand même dans une année un peu plus festive et gaie que 2020. On va partir tout de suite sur la couture. Donc, j'ai pas fait de podcast depuis l'été. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas cousu ou que j'ai pas fait de travaux manuels. Donc j'ai réalisé déjà pour cet été, je suis partie en vacances avec et... Non, je dis des bêtises, je ne suis pas partie en vacances avec, d'ailleurs j'étais bien déçue. Mais c'est pas grave, je les ai eues pour la fin de l'été. Je me suis réalisé 2 robes Myosotis de Direndo. Donc les robes Myosotis, bon, elles ont été vues et revues sur les réseaux sociaux. Et ben j'en ai fait 2, donc voilà, c'est celle-ci, voilà, ça c'est le patron Direndo. Donc moi j'ai fait le choix d'acheter les patrons pochettes, je préfère largement les patrons pochettes aux patrons PDF qu'il faut assembler et tout. J'ai un peu du mal avec ça. Mais parfois c'est vrai que c'est quand même plus rentable niveau budget, parce que souvent les PDF sont quasi 2 fois moins chers que les patrons pochettes. Donc la robe Myosotis, donc je les ai cousues. Je vais vous faire la présentation des 2 en même temps, comme ça ce sera plus simple. Donc j'en ai cousu 2. Pardon, je rapproche le tabouret où il y a mes projets. Donc la première, c'est une réalisation que j'ai faite en coton Vichy de chez Coupon Saint-Pierre. Donc alors pour la petite histoire, on revient avec les petites histoires. On a été confinés donc au mois de mars. Et là, frustration totale parce que j'ai beau avoir 1,5 tonne de tissu. Bien évidemment, c'est un petit peu comme quand on est devant une armoire qui est pleine. Je n'avais rien. Je n'avais rien pour créer, c'était pas possible, j'y arrivais pas, l'inspiration n'était pas là. Et quand les e-commerce ont réouvert, le jour même, je me suis jetée dessus et j'ai fait une espèce de commande un petit peu de l'apocalypse. Et je me rends compte que je vous en ai peut-être déjà parlé dans des précédents podcasts. Donc voilà, donc j'avais commandé 3 mètres de Vichy. Et vraiment, donc j'avais dans l'idée de faire cette robe, la Myosotis. Et je suis hyper fan parce que le coton est d'extrêmement bonne qualité. Il est ni trop fin ni trop épais, donc pour l'été c'est top. Enfin, pour les chaleurs c'était top. Et il se tient quand même relativement bien. Donc voilà. Pour cette version, j'ai fait la version un seul volant. Donc j'ai mélangé un peu les versions. J'ai fait la version un seul volant avec les manches volantées. Je pense qu'elle est par là. Voilà. Très simple, comme d'habitude. Rien à dire sur Direndo. Tout match à merveille. Les pièces s'assemblent. Voilà, c'est un vrai bonheur à coudre. C'est très reposant. Voilà. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Ils annoncent que c'est un niveau 3. Bon, oui, alors il y a quelques points techniques quand même, notamment le col comme ça qui nécessite de la précision. Je dirais que c'est un col Mao. Je sais jamais, Mao officier, on s'y perd. Bref, voilà, ça demande un petit peu de précision, mais Direndo explique très bien les différentes étapes de montage et du coup tout passe tout seul, c'est top. L'autre point technique, ce sont les fronces. Alors les fronces, il n'y a rien de compliqué à faire des fronces. Même des débutants peuvent faire des fronces. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très long, c'est fastidieux à faire. Qu'on se le dise, c'est chiant, quoi.
Voilà, faut mettre des fils de bâti pour tirer, pour froncer, faut répartir les fronces pour que ce soit joli. Moi j'ai pas de pied fronceur. D'ailleurs j'ai un gros doute sur l'efficacité de ce pied parce que comment on jauge la taille de la fronce. Il y a des fois on fronce plus ou moins. Je sais pas. Bon bref, donc ouais, c'est pas du tout l'outil qui m'attire le plus. Donc je le fais à l'ancienne, c'est-à-dire que alors d'ailleurs je vous le conseille, hein, au départ je faisais qu'une ligne de couture à grands points. Donc ce que je fais c'est que ma machine je la mets sur je la règle sur la plus grande longueur de pointe et je baisse la tension. Pourquoi je baisse la tension? Comme ça je la dérègle, ce qui fait que j'ai un fil qui se tirera très facilement. Voilà. Donc peu importe dans quel sens vous le faites, hein, vous baissez la tension, vous augmentez la tension. Moi je préfère la baisser, c'est plus... ça fait moins forcer la machine, mais après ça c'est au choix. Et après j'ai plus qu'à tirer le fil. Avant je faisais qu'une seule ligne dans mes marges. Et c'est vrai que quand on fait qu'une ligne, en fait ça se répartit moins bien. Donc maintenant j'en fais deux. Je fais deux lignes et en fait en faisant deux lignes parallèles, donc il faut bien faire bien évidemment attention à ce que les lignes ne se croisent pas, sinon au moment de tirer sur les fronces va y avoir un souci. Mais je fais deux lignes parallèles à peu près espacées de 0,5, voire un peu plus. Donc ce que j'essaye de faire c'est que mes lignes, ma ligne de couture passera au milieu de mes deux lignes de fronce. Voilà, comme ça quand j'aurai fait ma ligne de couture finale, et ben j'aurai plus qu'à défaire soit au découvite soit à la main mes lignes de fronce donc de préparation. Donc je fais ça, je fronce, je répartis mes fronces, je passe un coup de fer, j'aplatis pour bien, parce que ça fait un espèce de bourrelet, c'est pas forcément grave. J'aplatis puis après je couds de façon standard. Alors sur des grands pans de jupe comme ça, ce que je fais c'est que plutôt que de faire une seule ligne de fronce sur tout le tour, et ben je fais en deux fois. Je fais de couture de côté à couture de côté. Ce qui me permet comme ça de répartir bien le devant et après je passe au derrière et je trouve que c'est plus facile à gérer de le faire en deux fois plutôt que de le faire en une seule et grande fois. En plus en tirant dessus, si vous n'utilisez pas forcément du fil de bonne qualité, il va casser. Donc là c'est début du show quoi, parce que le fil est cassé, donc c'est mort, on est obligé de tout défaire, tout recommencer, enfin bon bref, c'est un peu la galère. Donc voilà, pour faire des fronces, il n'y a rien de difficile, mais utilisez du fil de bonne qualité. Je vais ralentir le débit de parole. Et essayez de segmenter vos parties à froncer. Moi généralement je fais de couture à couture. Je trouve ça plus simple. Donc j'ai réalisé celle-ci, elle est top, je l'ai bien portée cet été, en plus j'adore parce qu'elle a des poches. Moi ça c'est vraiment le détail dans une robe que je trouve très pratique. Où sont-elles? Voilà, là, que je trouve, donc en plus vous voyez, j'arrivais même pas à les trouver, elles se fondent dans la robe, donc voilà, ça je trouve ça d'un pratique, les poches, c'est top. Voilà, pour la première version, je sais pas là si je vais vous faire une petite séance d'essayage, j'avoue que j'ai un peu la flemme, c'est-à-dire qu'il fait vraiment pas beau. La luminosité est pas top du tout, je pense qu'au niveau des couleurs vous n'allez pas avoir un rendu génial. Je sais pas, peut-être que on verra la motivation, surprise. Voilà, vous verrez dans quelques instants si je vous inclus un essayage ou pas. Voilà pour la présentation de la robe d'Irendo, la première version. Je passe tout de suite à la deuxième version. Donc la deuxième version, je l'ai réalisée en fait juste après, parce que j'ai tellement aimé coudre la première version, je me suis dit en fait il m'en faut une deuxième. Je trouve que c'est vraiment un basique, elle a une coupe vraiment basique pour l'été, c'est top, c'est fluide, ça s'enfile comme ça, on n'a pas à réfléchir le matin sur comment on va s'habiller. Donc cette fois-ci je l'ai réalisée en double gaze. Voilà, donc c'est une double gaze, toujours de chez les Coupons Saint-Pierre, que j'ai acheté lors de ma commande d'après-confinement. Ah, je vous ai pas montré sur l'autre mes boutons que j'ai utilisés. Parce que là, ils sont énormes. Alors que là, voilà. Alors, est-ce que je vais y arriver? Parce que là, il y a mon café. Hop, ce serait dommage. Donc, les boutons, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Voilà.
Donc ce sont des petits boutons que j'ai trouvés dans une mercerie à côté de Perpignan. Donc s'il y en a qui sont de la région, c'était la mercerie de Aisne. Qui a changé de propriétaire et ça a été repris par une dame un peu plus jeune. Et c'est vrai qu'ils ont réagencé la mercerie et ça donne un peu plus envie d'acheter. Et du coup, elle a une collection de boutons qui est absolument fabuleuse. Et c'est là-bas que j'ai trouvé ces boutons. Du coup, j'étais contente parce qu'en fait, je suis rentrée de vacances. Et du coup, j'avais cette robe qui était en attente, qui n'avait pas de boutons. Et de les avoir trouvés en vacances, ça a été un petit peu la touche. Voilà, quand je la mets, j'y pense, quoi. Donc on revient à celle en double gaze. Voilà. Donc je l'ai réalisée en double gaze de chez les Coupons Saint-Pierre. Donc c'était la première fois que je cousais de la double gaze. Donc la double gaze, c'est un tissu qu'on voit partout, que je crois tout le monde a déjà cousu. Et pour faire des créations toutes plus belles les unes que les autres. Et du coup, cette robe, en fait, quand j'ai acheté le patron, j'ai vu la robe en Vichy parce que c'était un modèle qu'on a vu plein de fois sur les réseaux sociaux. La myosotis en Vichy, elle est apparue plein de fois. Et après, tout de suite, quand j'ai vu ce double gaze chez les Coupons Saint-Pierre, je me dis non, mais en fait, ça passera très bien aussi. Donc, cette fois-ci, parce que le double gaze, ça a quand même tendance à être un peu gaufré et à apporter du volume. Je ne l'ai pas fait de volant en manche, parce que je trouvais que ça allait apporter vraiment trop de volume. Donc les manches sont simples et j'ai fait qu'un seul volant au niveau de la jupe. Et d'ailleurs le volant, la jupe, j'ai rétréci de moins 30 cm sur le tour de jupe total, donc moins 15 cm par pan. Parce que j'avais peur que ce soit vraiment trop bouffant, quoi. Je voulais pas cet effet un petit peu boule. Parce que c'est raide quand même la double gaze. Voilà. Donc, et je regrette pas parce que du coup, effectivement, c'est parfait. Ça apporte juste la quantité de fronce nécessaire. Voilà. Alors cette double gaze, bon, alors, c'est vrai qu'elle est chouette, hein, avec ces petits trucs dorés. Bon, vous voyez, je l'ai quand même pas mal porté cet été. Et en fait, entre la machine à laver et le repassage, il faut bien faire attention à repasser sur l'envers. Et malgré tout, hein, même en repassant sur l'envers, à force, la couleur dorée des strass s'en va. Voilà. Donc bon, c'est bien, mais c'est un tissu qui demande quand même vachement de soin à l'entretien. Donc en fait, ça fait pas long feu, quoi. La rentabilité, elle est pas top. Mais bon, je fais une belle petite cousette. Toujours pareil, pas de galère, surtout que je l'avais déjà faite avant, donc pas de surprise. Hein, le col, je l'ai monté, c'était facile. Tout est surjeté à l'intérieur, voilà. Et les boutons, j'ai choisi des gros boutons dorés pour rappeler un peu les pois dorés de la robe qui étaient déjà dans mon stock. Mais cette fois-ci, en fait, mais d'ailleurs pour toutes, hein, même pour l'autre, j'ai jamais fait les boutonnières. J'ai cousu directement mes boutons dessus parce qu'en fait on passe très bien la tête par là, donc je voyais pas l'intérêt de faire des boutonnières. Voilà, donc voilà pour cette deuxième cousette que j'ai réalisée du coup il y a un petit bout de temps, je crois que c'était fin août, début septembre. Voilà. Ensuite pour la prochaine cousette, donc j'ai cousu un modèle ultra vintage. Donc c'est un modèle... entre-temps, en fait, pour dire la vérité, j'ai cousu ces deux robes. Puis on était déjà fin août, début septembre. Fin août, il me semble. Et la rentrée scolaire approchait à grands pas. Et cette année, mon fils est rentré à la maternelle pour la première fois. Donc quand au début de l'été, on lui a dit tu vas rentrer à la maternelle, qu'est-ce que tu faudras un petit sac à dos, qu'est-ce que tu veux? Et il m'avait dit, je veux que ce soit un sac à dos que tu me fasses, maman. Alors j'étais trop contente parce que il est tout petit, alors je pensais pas qu'il voudrait un sac à dos que je lui fait main, quoi. Et je lui ai dit d'accord, mais tu le veux comment? Il m'a dit je le veux rouge et je le veux pompier. Bon.
Donc j'avais carte blanche, si ce n'est qu'il fallait qu'il soit rouge et pompier. Donc je peux pas vous le montrer parce que bah, là il est à l'école avec son sac à dos. Mais du coup je lui ai cousu un sac en simili-cuir rouge avec une flamme pour rappeler le feu des pompiers et un petit écusson Marcus de Pas de Patrouille. Alors celles qui ont des enfants à peu près cette tranche d'âge là, 3-4 ans doivent connaître. Hein. Bah, il était aux anges, il a adoré son sac à dos. Je l'ai réalisé en simili-cuir, le simili-cuir je l'ai acheté pendant mes vacances à l'atelier du tissu à Rezé, donc c'est dans le 44 à côté de Nantes. J'ai pris un simili-cuir rouge. Je suis un peu emballée dans la quantité parce que le patron, c'est un patron que j'ai dessiné moi-même. Je voulais un sac qui fasse un petit peu style... Enfin, dans la forme, j'aime beaucoup les Spark. Et je sais même pas si je le prononce correctement. Enfin, bref, vous voyez quoi. Et il avait déjà un petit sac à dos pour voilà, mettre ses doudous. Et du coup, je me suis inspirée des deux. J'ai pris les dimensions du petit sac à dos. Je les ai augmentées un peu parce que le problème, c'est que il est quand même, enfin, à 3 ans, quoi. J'allais pas lui faire un cartable énorme, disproportionné par rapport à son corps. Mais sauf que quand je suis allée à l'atelier du tissu à Rosé, j'avais pas du tout commencé à réfléchir à la quantité de tissu qu'il allait me falloir. Donc j'ai dit, je vais prendre 1,50 m de ça, voilà, un petit peu au pif. Ce qui fait que j'ai énormément de chutes en fait. J'ai du reste, je crois que des sacs à dos, je peux en faire 4. Voilà, donc je me ferai peut-être un sac. Donc voilà, ça c'est le simili-cuir de chez l'atelier du tissu à Rezé. Donc j'ai pris un simili-cuir relativement souple pour pouvoir le travailler. Je préfère faire ça et entoiler avec un entoilage plus épais. C'est ce que j'avais fait déjà pour mon sac à main jaune. Voilà. D'ailleurs, des chutes de mon sac à main jaune, j'ai récupéré un petit bout pour pouvoir faire la flamme sur la poche avant du sac. J'ai utilisé également un coton bleu marine pour faire l'intérieur du sac, la doublure et la poche. Le patch, je l'ai trouvé également à l'atelier du tissu à Rezé. Donc j'ai utilisé un patch, mais après j'aurais presque pu le broder moi-même. On en reviendra juste après les projets couture, je vous parlerai d'autres projets. Et puis voilà, les bretelles. Ah oui, bah si. Alors, pour rappeler le côté pompier, donc il est rouge, il y a les patchs, machin, et je voulais lui inclure des bandes réfléchissantes. Alors, j'ai réfléchi. Des bandes réfléchissantes, et j'ai réfléchi. Bref, donc j'ai réfléchi à comment faire, où trouver ces bandes réfléchissantes. Et en fait, j'ai tout simplement cannibalisé un gilet jaune de voiture. Vous voyez, ce qu'on a dans les voitures pour au cas où on a un accident. Voilà, j'ai décousu proprement quand même, pour pas déniapper complètement le gilet jaune. J'ai décousu proprement toutes les bandes. Et on en a une sacrée quantité quand même, parce que je crois qu'il m'en reste en plus, quelque part par là. Voilà. Et vous voyez, donc on se retrouve avec des bandes quand même, là vous voyez, j'en ai coupé à chaque fois, assez grandes. Donc, et ça se coud très bien. Ça se coud hyper bien. Donc j'en ai mis sur les côtés du sac et sur les bretelles que j'ai faites bleu marine, que j'ai rembourré avec de la ouatine assez épaisse et où j'ai mis ça par-dessus en fait comme si je le matelassais avec les bandes réfléchissantes et c'est pas mal. Au niveau de la fermeture du sac, c'est une fermeture éclair, tout ce qui est de plus standard en plastique. Pour la poche avant, c'est une fermeture que j'avais dans mon stock. Et pour les anses d'épaule, j'ai mis de la sangle au bout des anses et des bouts des espèces de machins en plastique là pour sac. Ça fait comme des sacs à dos standards. Voilà. Donc ça m'a demandé pas mal de réflexion, surtout que j'avais un peu la pression parce que les enfants sont critiques quand même. Ils voient quand ça fait pas comme dans le commerce quoi. Donc voilà, j'avais un peu la pression et je l'ai fini tout juste quand il est rentré de chez ses grands-parents de vacances. Et en fait quand il a vu le sac à dos, il était aux anges et c'est ma plus grande récompense. J'adore ça. J'ai hâte de lui refaire un sac à dos. Je fais pas souvent des choses fait main pour lui, parce que il grandit tellement vite que le temps que je fasse, qu'il mette, il le met 3 fois, puis ça lui va plus, donc voilà. Et puis c'est vrai que
je trouve que les jerseys pour enfants, s'ils sont un petit peu jolis, ils reviennent quand même, ça revient cher. Et du coup, j'y vois pas vraiment l'utilité. J'achète en magasin et voilà. Quoique là, je commence un petit peu à voir que les tailles des magasins ne correspondent pas nécessairement à son physique. Mon fils, il est grand, voilà, mais finalement, au niveau des épaules, par rapport à sa grandeur, il est pas si large que ça. Donc presque il rentrerait dans du 3 ans au niveau des épaules, mais ça lui va trop court au niveau des bras et trop court au niveau du ventre. Et quand je lui prends du 4 ans par exemple, bah, ça lui va un poil grand aux épaules, par contre au niveau de la longueur, ça va lui aller. Donc bah, c'est vrai que bon, après il change de taille voilà, tellement rapidement que c'est pas très grave. Mais c'est vrai que sur certaines tenues, on se dit mince, ça tombe pas nickel quoi. Donc voilà pour le sac, j'essaierai de vous inclure une photo quelque part du sac, un petit peu sous toutes ses coutures parce que c'est vrai que bah, j'en suis assez contente. Donc ça c'était la couture que j'ai fait voilà, pour la rentrée et puis après il y a eu la rentrée. Vite sont arrivées les vacances de la Toussaint sans même qu'on s'en rende compte. Et du coup bah, j'avais toujours pas fait de podcast et j'avais très peu cousu en fait entre la rentrée et les vacances de la Toussaint. Et j'avais un projet en tête qui était là, en stand-by. Je vous en avais déjà parlé. Coudre une blouse en dentelle. Donc j'avais commandé de la dentelle lors de ma commande chez les Coupons Saint-Pierre. Et j'avais ce patron, voilà, ce patron magnifique. Enfin, personnellement, que j'adore. Je le trouve superbe, très années 70. Et en fait, la mode années 70 revient au grand galop. Donc on est dedans, quoi. Alors là, elle est réalisée dans une espèce de broderie anglaise sur la photo. Je pense que d'ailleurs c'est plus approprié pour ce modèle. Clairement, la broderie anglaise est mieux. Un coton, c'est mieux que ce que moi j'ai utilisé parce que j'ai quand même bien galéré. Et moi, je l'ai faite en dentelle blanche. Donc voilà la réalisation. Voilà. Alors j'ai quand même peiné pour la faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ben la dentelle, c'est vraiment pas simple à coudre. Là pour le coup, déjà le modèle. Nous actuellement on a l'habitude des modèles ultra expliqués. C'est-à-dire que même Burda, c'est plus complet que ça quoi. Je dirais même Octobre. Même Octobre, c'est plus complet. C'est vous dire. C'est-à-dire que Octobre, il y a un laïus dans un encart comme ça et on a tout. Ah ben là on n'a rien en fait. On a des pièces de patron dans une taille, voilà, taille 40 à 44, mais en fait c'est la taille 40 qui est dessinée ou la taille 42 qui est dessinée et après on se débrouille avec ça en faisant des réductions ou des agrandissements des marges de couture ou des voilà. Et après, eh bien, voilà les explications. Voilà. Donc autant vous dire que l'écriture, c'est dans un langage technique old school. Donc bon, je les ai même pas lus. Et enfin, j'ai essayé, mais ça m'a vite gonflé. Et voilà les explicatifs de schéma technique. Donc bonne chance quoi. Donc moi j'ai fait la version parce qu'en fait ce modèle, on peut faire une blouse, on peut faire un pull col V, on peut faire une robe, on peut faire une robe jersey dans le même patron. Donc moi j'ai décidé de faire la blouse qui normalement est doublement volantée, voilà, au niveau du décolleté. Donc le décolleté il est juste hyper profond. Donc la nana, on le voit très bien, typique des années 70, elle a pas de poitrine. Voilà, donc où est sa poitrine on se le demande. Bon, moi c'est pas mon cas, j'ai été livrée avec de la poitrine. Donc j'ai un peu remonté le décolleté parce que sinon ça allait un petit peu être un appel au crime. Donc, puis porter une blouse en dentelle, si c'est pour mettre un débardeur en dessous blanc, je vois pas l'intérêt. Le but d'une blouse en dentelle, c'est quand même qu'il y a un petit peu de jeu de sensualité. Et je trouve que c'est chouette de la porter vraiment juste avec un soutien-gorge. Parce qu'en plus, ma dentelle, elle n'est pas non plus hyper ajourée. Donc voilà. Mais bon, si c'est pour porter une blouse et que là, vraiment, on dévoile tout, bon, un peu trop quoi. Un peu too much pour moi. Donc voilà comment j'ai fait. Et là, pareil, les poignets sont réalisés donc dans le même tissu coton que la blouse. Bon, moi, en dentelle, j'ai dit non, bah en fait, j'oublie. Parce que ça va être juste un carnage. Donc je l'ai réalisé dans une
crêpe de je sais pas quoi, un truc que j'avais dans mon stock. Voilà. Donc, eh ben, j'ai bien galéré. Donc, je l'ai faite en taille 40. Voilà. Ce sont des manches raglants. On le voit pas forcément très bien. Peut-être sur l'arrière, vous le verrez mieux. Là, voilà. C'est un espèce de jeu de manches raglants. C'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Comme le montage des manches est très particulier. Au niveau des poignées de manches, alors j'ai fait une technique. Je crois que c'est SB Création dans un de ses podcasts qui a montré une couture un peu comme ça. Donc en fait, j'ai fait un faux poignet de manche. Vous voyez, voilà. Le poignet de manche, il est là. C'est pas vrai, il n'y a pas de fente indéchirable. J'ai juste fait un tour, un rectangle que je suis venue superposer sur quelques centimètres et voilà, avec un bouton. Et en fait, ça donne l'illusion d'un poignet de manche, mais c'en est pas vraiment un. Parce que je voulais me simplifier la vie parce que c'était trop. Au niveau du décolleté, donc je l'avais remonté, mais en fait il s'est avéré qu'au premier essayage il était vraiment trop haut, c'était ridicule. Donc je l'ai redescendu et j'ai un fil. Bon, voilà. Et puis pour finir le décolleté, alors là ça a été la grande question, comment je fais pour finir un décolleté sur de la dentelle quoi. Donc bah finalement j'ai acheté du billet blanc. Je me suis fait du billet blanc. En fait, je me le suis fait dans un coton blanc. Donc, je me suis fait du billet maison. Donc, alors, pour faire du billet maison, il y a plein de manières pour arriver à faire du billet. Vous le faites en continu. Moi, généralement, je fais du billet en continu. Donc, je calcule un carré correspondant à la longueur de billet que je veux faire au final. Je trace mes lignes en billet et j'assemble. Alors, c'est très bien expliqué sur internet. Je vous mettrai un lien dans la description en bas là, de la vidéo sur là où je trouve comment faire le billet. En plus, il y a des calculateurs pour connaître la taille du carré et tout qu'on doit faire. Donc voilà. Donc j'ai posé le billet selon la technique de Rachel Lajoie. Voilà, sur Instagram. Donc à l'époque, j'étais encore sur Instagram. Et c'est top. Et ça fait vraiment quelque chose de hyper propre. Et notamment pour la pointe. Voilà. Elle explique très bien comment poser le billet en pointe. Et ça fait un truc, voilà, c'est pro, c'est top, c'est bien. Donc voilà pour ma petite blouse. J'ai fait qu'un seul volant parce que 2 volants, j'avais peur que ça fasse vraiment trop sur la poitrine. Et au niveau des finitions en bas, j'ai laissé la dentelle accrue. J'ai essayé de couper bien autour des fleurs, vous voyez. Mais bon, je trouve que c'est pas vraiment la finition la plus nette parce que, en fait, à force, vous voyez, j'ai fait pareil pour les volants, par exemple. Et à force, à certains endroits, notamment ici, voilà, on voit qu'il y a des fils qui se défont un peu. Alors, si vous avez une technique de finition sur la dentelle, je suis preneuse parce que vraiment j'ai cherché sur internet pendant des jours et j'ai pas trouvé. Déjà pour le col, pour avoir posé le billet, là j'ai un peu galéré, mais voilà, si vous avez des techniques de finition, je suis preneuse. Donc je suis assez contente quand même de cette cousette. Je l'ai portée, hein. Bon après je l'ai portée en demi-saison parce que bon bah là qu'on se le dise, il fait quand même un peu froid. En plus je trouve qu'elle fait penser un petit peu à celle-ci. Alors celle-ci c'est une blouse du commerce. Ça doit être une Villa Close ou un truc comme ça. Et donc c'est une marque quand même, moi j'avais le sentiment que c'était de bonne qualité. Et en fait, vous voyez le tissu il était tout doux. C'était une espèce de viscose et il a peluché, mais des 3-4 lavages. Je trouve que ça a perdu, ça fait cheap quoi. Je suis assez déçue. Donc c'est pour ça que je voulais me faire une autre blouse blanche parce que j'aime bien, je trouve que c'est sobre, ça se marie un peu avec tout, voilà. Voilà pour les cousettes du mois de juste avant les vacances de la Toussaint. Et puis après, j'ai arrêté de coudre parce que j'avais en tête de faire le manteau que vous avez là, qui d'ailleurs a des peluches. Donc j'avais en tête de faire ce manteau. En fait, ce manteau, ça devait être une toile pour un prochain manteau que je dois faire dans des matières un petit peu plus onéreuses. Donc, sauf que entre temps, j'ai eu la possibilité d'avancer sur mon meuble de coupe. Donc, il y a quelques temps,
Sur un précédent podcast, je vous avais annoncé que je récupérais l'ancien meuble à langer de mon fils pour en faire ma table de coupe. Mais que j'attendais un peu d'avoir le matériel et puis le temps pour la faire parce que j'avais quand même pas mal de travail dessus, il fallait que je coupe des corniches, tout ça. Donc je vais vous inclure une petite vidéo explicative de la table de ma table de coupe du coup et comment j'ai fait. Voilà, donc je vais vous inclure ça maintenant. Donc voici ma table de coupe, elle fait 1,65 par 73 cm de long, vous la voyez complètement dépliée, donc à la base c'était vraiment le meuble à langer de mon fils sur la partie centrale et j'ai rajouté 2 planches pour pouvoir l'agrandir à ma guise. Pour cela j'ai utilisé des éclairs rabattables, là je les ai pris à Leroy Merlin tout simplement. Sur les côtés on retrouve 3 rangements type casier de chaque côté. Je peux à ma guise ouvrir et fermer les rabats, ce qui me permet d'agrandir ou de raccourcir ma table de coupe parce que je suis dans une pièce, c'est une chambre donc pour éviter que ça prenne trop de place, j'ai des tiroirs pour ranger et la table de coupe je l'ai mise sur roulette, j'ai coupé les pieds pour les mettre sur roulette, ce qui me permet de la déplacer et de la pousser lorsque je l'utilise pas comme table de coupe mais plus comme table de travail. Voilà. Donc maintenant on va parler du manteau. Donc justement je me suis servi de la table de coupe que je viens de vous présenter. Je me suis servi de la table de coupe pour pouvoir couper toutes mes pièces parce que c'est hyper pratique. J'ai plus besoin d'être dans la salle à manger. Maintenant je le fais, je suis dans ma pièce de couture. Donc ça veut dire que je peux mettre en place et puis couper et m'arrêter au milieu de la coupe ou si j'ai pas coupé toutes mes pièces et puis reprendre plus tard, ce qui est quand même très pratique. C'est un manteau long, enfin mi-long, il m'arrive à peu près au milieu des cuisses. Donc c'est un modèle Burda, donc je vais le fermer jusqu'en haut parce que normalement sur le descriptif technique il est présenté comme ça. Fermé jusqu'en haut, donc hop, on met bien en place, voilà. Donc, alors, le projet c'était de me faire un manteau chaud. Donc moi je vis au centre de la France, à côté de Bourges. Pour celles qui ne situent pas, vous prenez la France, vous mettez votre doigt au milieu, c'est là. Donc il fait froid. Qu'on se le dise, l'hiver il fait froid, donc là vous voyez hier il a neigé. Il n'a pas neigé énormément, mais voilà, il fait 0 degré. Alors, contrairement à certaines régions qui ont la chance d'avoir un froid sec, nous c'est un froid humide, donc ça s'insinue partout et c'est juste l'horreur. Moi je suis originaire de la région Languedoc-Roussillon, donc vers Perpignan, donc autant vous dire que 0 degré pour moi c'est moins 8000 si vous avez la référence. Voilà. J'ai trop froid. Ça fait 10 ans que je suis dans la région maintenant, mais j'arrive pas. Je m'habitue pas. Chaque hiver, c'est la recherche du manteau qui va me tenir chaud, et chaque hiver, c'est un échec. Donc là, cette année, j'ai dit, allez, je me le fais moi-même. Tant pis, parce que en fait, les manteaux qui tiennent chaud, ça coûte un bras, quoi, parce qu'il faut de la laine, il faut une doublure de qualité. Donc voilà, donc au départ je m'étais mise aux doudounes, mais j'ai horreur de ça. En fait les doudounes, j'étais traumatisée quand j'étais gosse, donc c'est mort, je mets pas de doudoune. J'ai l'impression d'être un bibendum ambulant, donc non, je ne mettrai plus de doudoune. Voilà, je la mets quand il neige, quoi. Donc pas souvent quand même, donc le manteau pour le tissu, donc je me suis renseignée. Déjà j'ai commencé par essayer de me renseigner sur qu'est-ce qu'il fallait comme matière pour que ça tienne chaud sans qu'on soit obligé d'avoir une couche énorme de tissu sur nous et que ça soit informe, quoi. Donc j'ai, après avoir fait mes recherches, tout simplement des matières de qualité, donc le tissu principal avec de la laine. Plus vous aurez un pourcentage de laine élevé, plus la résistance à la chaleur sera accrue. Donc ça c'est important. Et une doublure qui soit respirante mais également thermorégulante. Donc le coton c'est bien, la soie c'est mieux. La soie c'est le top, voilà. Donc mon projet c'était de coudre un manteau laine et soie. Donc des matières qui sont quand même nobles, onéreuses. Et avant de couper ces matières, je voulais le faire
me faire une espèce de toile. Et il y a quelques années de ça, donc là voilà on parle en année, ma mère m'a ramené des coupons Saint-Pierre, donc elle l'a trouvé à la boutique Modes et Travaux dans Paris. Ce coupon de 3 mètres d'un lainage, alors ils appelaient ça un lainage mais j'ai pas la composition exacte du coup, d'un lainage on va dire pied de coq parce que c'est du gros pied de poule, pied de coq rouge, noir avec des, je sais pas si vous les voyez à la caméra mais il y a un tout petit peu de lurex, donc ça brille un peu, c'est pour les filles. Voilà, donc ce lainage, je l'avais, je le trouve très marqué dans son style. Personnellement, j'adore. Mais c'est vrai que pour un manteau, généralement, moi je m'habille déjà assez coloré, surtout l'hiver. C'est paradoxal, je sais, je mets beaucoup de couleurs l'hiver, moins l'été, voilà, cherchez pas à comprendre. Donc surtout l'hiver et surtout beaucoup à motif. Donc quand on porte une robe à motif, admettons, je ne sais pas moi, bleu avec des papillons, et qu'on met ça par-dessus, c'est-à-dire c'est carnaval des couleurs quoi. Donc après on ferme le manteau, on voit plus, mais quand même. On ouvre le manteau, bon ça va quoi. Moi j'aime bien quand tout est bien associé. Voilà. Donc je voulais un manteau sobre. Donc mon prochain manteau sera gris, parce qu'on est au mois de janvier, et j'ai toujours pas fait le deuxième manteau. Voilà, pourquoi se presser. Donc le deuxième manteau sera gris clair, avec une doublure rouge, parce qu'il faut pas déconner quand même, de la sobriété, mais voilà, on se respecte un minimum. Avec une doublure rouge. Et donc celui-ci m'a servi de toile pour voir si le modèle que j'avais choisi me convenait. Donc moi mon modèle de manteau idéal, il fallait que ce soit un manteau long, mais mi-long, à peu près mi-cuisse. J'aime beaucoup les coupes un peu cintrées. J'ai un manteau des Iguales en espèce de matière ameublement. Ça fait un petit peu canadienne. Voilà, cette forme canadienne, moi j'aime bien. Bon là on est à peu près sur une forme canadienne, grosso modo. J'aime bien les cols montants parce que comme ça hop je peux mettre une écharpe par dessus, ça me tient bien chaud au cou. Mais j'aime bien aussi la possibilité de pouvoir l'ouvrir en espèce de semi-col tailleur, enfin assimilé col tailleur on va dire. Donc voilà, j'étais assez difficile dans mes choix. J'aurais aimé avoir des manches montées, parce que c'est vrai que j'ai les épaules assez tombantes, donc les manches montées, ça permet d'apporter une certaine carrure, et je trouve que c'est mieux par rapport aux manches raglan, mais j'ai pas trouvé. Donc, après avoir fouillé mes burdas, je me suis rabattue sur ce modèle-là, présenté, hop, page 18. Voilà, donc là, mon modèle, je l'ai pris dans le Burda Style de décembre 2016. Donc on en parle de 2016, c'est-à-dire que Burda, quand je vous dis qu'ils sont avant-gardistes, c'est un truc de dingue. Parce que quand vous allez voir le modèle, et ben en fait, il est hyper actuel, quoi. Enfin, je vous dis ça, mais en fait, vous le voyez déjà. Voilà, donc le modèle que j'ai choisi, c'est celui-ci, vous voyez. Donc il fait très British, manteau British, j'adore. Voilà, j'adore. En fait, j'ai adoré le tissu. C'est vrai que le tissu m'a beaucoup plu. Donc c'est le manteau 102 du décembre 2016. Donc voici la couverture. Voilà. Donc c'est un difficulté 3 points. Oui, voire même ça aurait bien mérité un 4e point. Parce que c'est un manteau, donc déjà, rien que par le nombre de pièces, c'est une difficulté en soi. Donc 3 points chez Burda, qu'est-ce que ça veut dire ? Nécessite des connaissances en couture approfondies. Oui, là je suis d'accord. Là, puis bon, déjà c'est du Burda, voilà. Donc voici le schéma technique. Il est là. Voilà. Que dit Burda sur la description du manteau ? Voilà, c'est le bazar, c'est décousu. Alors, autre best-of du vestiaire British intemporel, le manteau croisé en lainage écossais, buste ajusté, manche raglan, haut de col officier, avec un bas à découpe évasé et de gros boutons qui soulignent le chic 70s. Donc voilà, là on est bien dans la mode
Années 70, toujours. Et moi, personnellement, j'adore le vintage, j'adore les années 60, 70 au niveau du terme de mode. Années 50 aussi, mais je trouve que bon, bah, ça fait un peu plus... C'est vrai que ça fait un peu plus déguisement quand on s'habille en années 50. Donc voilà. Il y a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 14 pièces. Oui, madame. 14 pièces. Alors il y a donc c'était des découpes princesses hein, ici, donc il y a 1, 2, 3, 4 pièces pour le devant, il y a pour le derrière pareil, 1, 2, 3, 4 pièces pour le derrière, les pans-jupes pareil, 1, 2, 3, 4 pièces pour le pan-jupe arrière, 2 par devant, des poches, les manches sont raglants donc ça fait une grande manche comme ça, mais en fait elles sont en 2 morceaux. Ce n'est pas une seule manche. Alors attendez. Voilà, ici il y a une couture, là, juste là. Donc c'est pas une manche, voilà, ça reste une manche quand même relativement travaillée. Plus le col officier, donc vous voyez, c'est quand même. Et la doublure, bien sûr, parce que le manteau est donc doublé. Je vais m'en sortir avec les boutons. Ça va y arriver, on va y arriver. Hop, hop. Ah. Voilà, donc je l'ai coupé dans mon lainage que j'avais eu il y a quelques années. Eh bien, je pense qu'il doit y avoir quand même un pourcentage de laine assez élevé. Au porté, je dirais 50% parce que quand même, il tient relativement chaud. Et à l'intérieur, pour le coup, j'ai choisi une doublure classique noire. Donc vous voyez, j'ai même pas de passe-poilé entre ma doublure et ma parmenture parce que c'est une toile hein. Enfin c'est une toile portable mais je la porte hein, au quotidien, mon manteau je le porte mais ça reste un essai quoi. Voilà les finitions en bas, la pose d'une doublure classique de veste, voilà. Alors j'en suis hyper contente, je vous le cache pas, mon manteau je l'adore, de toute façon je le porte tous les jours. Voilà, c'est mon manteau d'hiver, depuis que je l'ai fait, je le porte tous les jours, il me tient chaud. Depuis le début de l'hiver, de la saison froide, c'est-à-dire à peu près novembre, je l'ai porté tous les jours, sauf hier, vous voyez, voilà. Sauf hier où il a neigé et donc j'étais en doudoune parce que j'ai commencé très tôt le matin et que il faisait très froid. Voilà. Donc mon manteau pour l'hiver, pour la neige, puis vous avez l'humidité et tout, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce manteau de plus ? C'est une couture compliquée que je ne conseille pas du tout aux débutantes ou alors débutantes armées d'une sacrée dose de patience. Coudre en manteau en soi, en fait dans la couture, rien n'est difficile. Rien n'est difficile parce que dès l'instant où on est minutieux, qu'on prépare bien la coupe de ses pièces et qu'on respecte les règles de couture, on y arrive. Mais quand on est débutant, souvent on prépare mal ses pièces, on passe pas assez de temps sur la préparation, sur l'épinglage, voire même le faux filage, le bâti. Ce sont des choses qu'on apprend à aimer avec l'expérience parce qu'on se rend compte qu'en le faisant, ça permet d'avoir des créations plus finies, plus abouties, plus professionnelles. Et du coup, du plaisir de base, quand on est débutant, à vite se jeter sur la machine à coudre, à apprécier toutes les étapes de la couture, il faut une certaine expérience. Donc là, je vous dis, la préparation d'un manteau, c'est long parce qu'il y a des pièces à entoiler, il faut réfléchir. L'entoilage, où est-ce qu'il va se mettre, ça se met pas partout, on met pas le même entoilage partout. Moi, j'ai échappé à l'étape épaulettes et cigarettes de manche puisque ce sont des manches raglants. Mais voilà, il faut bien se dire que sur des manches montées, il y a aussi cette étape pour donner vraiment le tombé. Et encore que sur ce manteau, je n'ai pas entoilé parce que comme c'est une toile, et que pour moi j'allais faire très rapidement mon manteau gris, j'ai pas utilisé d'entoilage. Donc vous voyez ici ce n'est pas entoilé alors que normalement je suis censée avoir entoilé voilà, le plastron, le col. Bon, j'ai la chance d'avoir un tissu assez rigide donc j'ai pas eu besoin d'entoiler le col. Le bas pour avoir un tombé, vraiment un plombant qui maintient le manteau.
Voilà. Derrière la pose de la doublure, c'est aussi toute une histoire, hein, parce que poser une doublure de manteau, c'est pas inné. Il y a toute une façon de monter le manteau. Enfin, on a l'impression que le manteau, il va jamais devenir un manteau, quoi. Puis derrière, on le retourne et hop, par magie, on a un manteau. Enfin, c'est génial, quoi. Voilà, donc toutes les règles sont respectées du manteau. Donc j'ai le col. Je me suis même amusée à mettre mon étiquette de marque, entre guillemets. Voilà, donc là, vous avez le pli d'aisance au niveau de la doublure. Ma doublure, c'est du polyester. C'est du synthétique. Hein. Donc voilà, et vous voyez là on le voit que j'ai pas entoilé, j'ai pas glacé parce que mon truc se barre. Ça c'est quelque chose pour le montage du prochain manteau, je glacerai, je ferai en sorte que mes ourlets tiennent, ça se barre pas en live. Voilà. La difficulté aussi de coudre un manteau, c'est les épaisseurs de tissu. Clairement, vous avez un lainage, c'est épais. Donc en fonction de votre machine, elle va plus ou moins bien accepter les épaisseurs. Moi j'ai la chance d'avoir une machine qui a quand même qui est récente et puis j'ai payé. Voilà, j'ai une Pfaff Ambition Essentielle. Vous n'êtes pas sans savoir que Pfaff c'est quand même la très bonne marque de machine à coudre. Et du coup, bah voilà, elle a avalé mes épaisseurs comme qui rigole. Mais j'ai longtemps cousu sur une singère. Bon, bah, les épaisseurs, faut apprendre à gérer et puis il faut ménager sa machine si on veut qu'elle nous dure dans le temps. Ensuite, les boutons, bon, bah, c'est des boutons que j'ai achetés sur tissu.net. Voilà, boutons noirs classiques. J'en avais vu des... Oh, j'ai un petit fil, je vais le couper. J'en avais vu des vachement plus beaux. Ça faisait un peu comme des framboises noires, là, un peu comme les bonbons Haribo, vous voyez, les bonbons noirs, là, framboises. Les murs, là. Oui, sauf qu'en fait, le bouton, il était à 6 € quoi. Donc, il m'en faut 6, 6,36. Bon, quand il y en a pour plus cher de boutons que de matières premières, ça commence un petit peu à être dommage, quoi. Donc d'ailleurs, la matière première, donc le lainage, il m'a été offert, donc je le compte pas dans le prix, mais sinon, il me semble que ma mère l'avait payé aux alentours des 25 ou 30 € les 3 mètres, donc hyper raisonnable. Et la doublure, je l'ai pris sur le marché de Bourges régulièrement là avant qu'on soit confiné et qu'il y ait toute cette histoire de Covid, tous les 2-3 mois on avait un marchand à tissu qui venait, qui se déplaçait de Paris avec des coupons de 3 mètres à des prix défiant toute concurrence. Donc là c'était 10 € les 3 mètres, donc je prenais pas trop de risques, quoi. D'ailleurs mon lainage et ma soie, je les ai aussi achetés là-bas et pour le coup je les ai payés, le lainage je l'ai payé 30 € les 3 mètres et c'est du 100% laine et il est griffé, je sais pas, je me rappelle plus. J'hésite entre Agnès B et quelqu'un d'autre. Bon, enfin bon, bref, on s'en fout qu'il soit griffé, c'est surtout que c'est du 100% laine, quoi. C'est du 100% laine et la soie, elle était normalement à 20 € les 3 mètres et puis au moment de compter, fait exprès ou pas, et puis en plus je m'en suis même pas rendu compte sur le coup, il me l'a compté à 10 € les 3 mètres, donc ouais, encore mieux, quoi. Donc voilà, donc ce sera un manteau qui me reviendra pas cher non plus. Et voilà pour le manteau rouge. J'adore, je trouve que au porté il est top, il me tient chaud. Voilà, c'était vraiment ce que je recherchais, c'était qu'il me tienne chaud. Alors bon, évidemment je regrette un petit peu ces manches raglants parce que mais j'avais peur pour la carrure, mais en fait ça me donne une carrure parce que là vous voyez c'est quand même assez prononcé. Au niveau des modifications que j'ai apportées sur le manteau, j'en ai pas apporté des masses. Je l'ai cousu tel quel et en fait ça me va très bien. Si je crois que j'ai un petit peu agrandi au niveau du raglan ici, parce que ça me tirait dans le dos. Donc en fait j'ai un livre d'ajustement des patrons qui dit voilà, si vous avez un problème là, il faut ajuster telle ou telle couture. Donc là, typiquement, mon problème c'était que quand je serrais les bras, je sentais que ça tirait ici. Et en fait, c'était tout simplement mes manches raglants qu'il fallait ouvrir. Donc je crois que j'ai ouvert de 0,5, donc voilà, j'ai gagné peut-être 2 cm, voilà, d'aisance, ce qui est énorme hein, finalement. Donc voilà, les marges de couture, j'ai fait des marges de 1,5. J'ai exactement respecté ce que préconisait Burda parce que après j'ai suivi les explications et si je commençais un petit peu à jouer sur les marges, j'allais être perdue.
Le col, il se monte très bien. Franchement, l'écran et tout, ça se monte bien. Je commence à être habituée quand même à coudre du burda. Donc à force, on sait lire le burda. Et puis surtout, on sait un petit peu voilà, comment ça fonctionne. Comment il fonctionne. Parce que chaque marque, on va dire, a un petit peu ses techniques de montage au niveau des cols et tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, il y a des manches, il y a des poches, c'est des poches italiennes, donc c'est simple à réaliser. J'ai essayé de m'appliquer sur les raccords verticaux et horizontaux. Bon, il y a des endroits peu mieux faire, hein, mais voilà, on n'est pas trop mal. Ça va. On n'est pas, il y a pire. Pour une toile, je trouve qu'il y a pire. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce manteau. Super cousette, j'en suis contente, il tient bien. Voilà, bon, au niveau de la doublure ici, là, voilà, on voit par exemple qu'il manque de. Là, clairement, il manque un entoilage ou carrément peut-être même un plomb, vous savez, pour bien. Parce qu'en fait, vous ne le voyez pas en fait parce que je vous parle, mais vous voyez rien. Ici, là, voilà, ça bique un peu et je pense qu'il manque un plomb ici. Ça se fait, dans les vestes tailleurs notamment, on met des plombs pour bien, plomber la veste. Donc je pense que pour la prochaine, j'en mettrai. Voilà. Alors la prochaine veste, justement, enfin manteau, voilà, je vais vous montrer les matières que je vais utiliser. Donc ça, ce sera la doublure. Donc c'est une crêpe de soie. Donc elle est relativement fine, hein, mais bon, ça reste de la soie, donc ça tient quand même chaud. Voilà, 3 mètres aussi. Donc là, il m'en reste, hein, mais il ne me reste pas de quoi faire des projets hein, à chaque fois. Donc peut-être à utiliser comme ça, par-ci, par-là. Donc ça, ce sera ma doublure. Ça, hop. Et ça, c'est mon lainage. Donc c'est un lainage voilà, gris clair. Voilà. Donc en plus ce qu'il y a de bien c'est qu'il n'a pas l'air de s'effilocher contrairement à ce tissu que bon, hein, ça fait une espèce de tweed, c'est un peu la galère. Donc je pense que ça va même être plus simple à coudre. Donc c'est un lainage, il est légèrement stretch, léger. Voilà. Donc super, il va être chaud parce que rien que, vous voyez, rien que là dans les mains, il me tient déjà, il tient chaud, donc voilà. Je vais m'y atteler là, je pense que ça va être le prochain projet que je vais réaliser. Prochain gros projet, mais ça me demande du temps parce que je fais ça le soir ou les week-ends, mais par petite session parce que j'ai pas trop comme je vous expliquais tout à l'heure, je privilégie quand même ma vie de famille et je veux profiter voilà, du petit, des repas, machin. J'ai déjà un travail qui me demande du temps, donc voilà, c'est bien aussi de se recentrer sur sa famille. Et les boutons, alors là par contre les boutons, j'ai pareil sur tissu net, donc j'ai trouvé des boutons tissu.net. J'aime bien moi, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vrai que ce site il est quand même plutôt pas mal. Bon là avec les fêtes il y a eu, mais je crois qu'il n'y a pas que, hein. Il y a eu pas mal de soucis au niveau des réceptions de commandes, mais sinon vous pouvez y aller, ils sont efficaces. Donc voilà les boutons que j'ai choisis. Pour la petite touche un peu originale quoi, parce qu'un manteau gris, on a vite fait de se fondre dans la masse. Donc voilà des petits boutons un peu zébrés, j'adore. En plus ils sont tout légers. Donc voilà pour le manteau. Pour les boutonnières, je les ai faites à la machine avec ma machine à coudre. Alors c'est toujours un petit peu... Les boutonnières, je trouve que moi c'est ma bête noire quoi. C'est un peu le truc, on en arrive à l'étape des boutonnières et je me dis oh là là, je vais tout gâcher avec les boutonnières parce que ce soit sur des chemisiers ou quoi, on arrive, on est trop fiers de notre couture, puis là on fait les boutonnières, ça chie dans la colle et c'est le début du sketch, faut découdre le tissu pour peu qu'il marque, on fait un trou, bref, ça peut vite devenir un petit peu la scène d'horreur. Bon là ça s'est bien passé, je les ai faites à la machine, j'ai personne moi. Je sais que sur Paris il y a des magasins qui font les boutonnières. Nous on n'a pas ça, donc voilà, faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a quoi. Donc je les fais pas faire, je les fais pas faire, je me les fais moi-même.
Voilà pour le manteau, ce que j'avais à vous dire. Je le porte tous les jours. Alors la matière, c'est vrai qu'elle peluche. Je sais pas, c'est normal, c'est pas normal. Avec les frottements et tout. Faudrait que je m'achète un rasoir à... Je sais pas, ça marche les rasoirs à peluche, je sais pas. J'ai jamais eu ça, donc voilà. Voilà, petit tour du manteau. On verra si je vous fais le petit défilé. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas que je vais vous montrer les cousettes portées. Je pense que je les prendrai en photo et on verra sur le blog si j'ai la foi de faire des articles. Donc voilà pour le manteau. Hop, je pousse le mannequin et je vous parle de ma dernière cousette. Donc ma dernière cousette, je l'ai faite là pour le nouvel an. Et c'est la robe Mira de Fibre Mood. C'est ça, c'est Fibre Mood qu'on dit. Je sais plus. Elle est où? Elle est là. Donc voilà, la robe Mira de Fibre Mood. Donc pendant le confinement, et je crois qu'il continue d'ailleurs, toutes les 2-3 semaines, il y a une espèce de sew-along sur Fibre Mood, sur un patron de leur choix. Donc c'est des patrons qui datent, généralement les magazines sont sortis depuis 1 ou 2 ans. Et donc ça donne accès gratuitement au patron. Donc comme ça j'ai pu avoir accès à Mira. Voilà. Donc Mira, je l'ai vu cousu par B-Made par exemple. J'adore ses coutures, j'adore son blog. Oh là là, si tu passes par là, fais-nous signe parce que vraiment je trouve que tu couds, c'est top quoi. Donc je l'ai vu sur B-Made, je l'ai vu aussi sur Instagram, je l'ai vu un peu partout. Et puis pour le nouvel an, bah voilà, moi j'aime bien m'habiller un petit peu, voilà. Donc je me suis fait cette robe qui en plus est reportable au quotidien. Donc je l'ai réalisée dans une microfibre. Je pense que ça doit être une microfibre parce que elle se froisse pas du tout, c'est pas de la viscose. Donc dans une microfibre kaki avec des petits oiseaux trop mignons. Donc ça je l'ai acheté au marché du tissu où j'ai acheté mon lainage et ma doublure parce que je l'ai vu, je l'ai trouvé super chouette. Je me suis dit ah, tiens je me ferais bien une blouse dedans et puis en fait j'ai 3 mètres pour 10 €, j'ai carrément fait une robe. La robe Mira, donc, je vous ai montré, je vais vous montrer le dessin technique. Je trouve que c'est un basique dans la garde-robe parce que c'est une robe vraiment toute simple. Voilà, vous voyez c'est une robe toute simple. Alors moi j'ai apporté quelques modifications. J'ai rallongé les manches. Voilà, ça c'est la grosse modification que j'ai faite. J'ai rallongé les manches. Ce sont des manches longues et finies par un élastique qui me fronce le bout de la manche. Voilà, tout simplement. Et puis c'est tout. Et le reste est conforme au patron de volant. Donc par contre l'ampleur de la robe elle est juste phénoménale. C'est bon. On peut manger pour les fêtes tout ce qu'on veut. On n'est pas du tout serré. Hein. Alors là non pas du tout. Donc voilà, donc ma microfibre étant relativement fine, c'est vrai que pour une cousette d'hiver, c'est pas forcément des plus adaptés. Mais avec un bon collant et un gilet par-dessus, ça les gros gilets de laine là, bah voilà, ça passe bien. Très simple à réaliser, un devant, un dos, 2 volants. Finalement, le plus difficile dans l'histoire, c'est les fronces. Parce que là, il y en a une sacrée quantité en fait. C'est-à-dire que j'ai cru que je ne verrais jamais le bout. Voilà. Donc les fronces, et dans le dos, eux, ils préconisent de mettre un crochet. Moi, le crochet, j'aime pas, je trouve que ça alourdit. Puis en plus, mon tissu étant tellement fin que j'avais peur que ça alourdisse, je me suis fait une bride à la main et un petit bouton que j'avais, hop, dans mon stock. Il était tout seul, donc voilà. J'ai entoilé au niveau de l'ouverture. L'intérieur est fini ici avec un biais fait dans le même tissu que la robe. Et je trouve que c'est pas mal de prévoir de faire ces biais dans les mêmes tissus. Parce que du coup, les biais généralement sont très rigides, les biais du commerce. Je sais qu'il y a un site qui en fait des moins rigides, ou genre les Liberty sont moins rigides, mais ça coûte quand même relativement cher. Donc prendre le temps de se faire le biais dans sa couture, franchement c'est top. Au niveau de l'ourlet en bas, j'ai fait un ourlet mouchoir, voilà. Enfin, c'est un ourlet mouchoir un peu épais quand même parce qu'il fait 0,5 d'épaisseur. Donc, alors comment je fais pour faire un ourlet fin comme ça?
je trace une ligne à 1 centimètre de mon bord, je plie comme ça le long de ma ligne, comme ça me fait un premier rentré de 0,5, je repasse, après je fais un deuxième rentré de 0,5. Voilà. Ou alors l'autre technique c'est de surjeter l'intérieur et de replier, faire le rentré du surjet. Donc là vous avez la largeur de votre surjet, donc moi je fais un surjet à 3 fils, donc c'est à peu près 0,5 quoi. Et de faire un deuxième rentré. Voilà. Puis après on pique à 1 mm. Alors la difficulté finalement de cette robe, je me la suis mise toute seule avec le tissu. Parce que c'est un tissu extrêmement fluide. Vous voyez, il est même fuyant. Il est, voilà, il est tout doux, il est tout lisse, mais il est fuyant. Donc lors de la coupe, il faut être vachement précis, minutieux. Voilà, faut bien placer ses pièces, faire attention à ce que ça ne bouge pas. Voilà. Et pareil lors de l'épinglage et tout. Donc j'ai pas amidonné ma robe. Et ça s'est très bien passé. J'ai cousu avec une aiguille 70. J'ai même pas pris une spéciale microfibre et vous voyez, c'est passé nickel. Voilà pour les coutures. Voilà. Vous avez vu mes petites cousettes de cette fin d'année, milieu fin d'année. Je vais essayer de revenir plus régulièrement. Après, je couds pas assez pour pouvoir revenir tous les mois. Donc je reviendrai quand j'ai des choses à vous présenter. On va passer tout de suite à une partie un peu plus nouvelle. Alors j'ai eu 30 ans en 2020, au mois de novembre, et pour mes 30 ans, et pour Noël, et pour les 25 anniversaires à suivre en fait, on m'a offert une brodeuse. Alors j'ai eu la Janum Memory Craft 500E. J'étais juste ouf quoi. Enfin c'est ouf quoi, parce que c'est une brodeuse, c'est un matériel quand même de luxe quoi. Et alors moi j'ai voulu avoir une brodeuse parce que j'aimerais bien monter ma boutique de projets pour bébé, de réalisation pour bébé. Donc j'ai commencé déjà à vendre quelques trucs sur Etsy et du coup je trouve que d'avoir la possibilité de personnaliser les créations, c'est quand même un sacré plus. Alors j'ai longtemps hésité entre une brodeuse et une Cricut. Alors rien à voir niveau prix hein. Mais le truc du flex, c'est qu'à force je trouve que ça part, et sur un vêtement pour bébé je trouvais que la broderie c'était mieux. Et en plus avec une brodeuse je pouvais aussi m'en servir pour mes projets personnels. Donc pour l'instant je suis complètement en train de la prendre en main hein, parce que je l'ai eu au mois de novembre, que derrière en fait j'ai commandé du matériel pour essayer de broder, parce qu'en fait la broderie c'est un monde à part de la couture là. Pour le coup faut se réinvestir dans du matériel, faut des fils particuliers, le fil de canette n'est pas du tout le même que celui du fil d'aiguille, c'est pas non plus du fil de couture, donc voilà, il faut se rééquiper. Il faut des ciseaux spéciaux, il faut il faut des stabilisateurs, il faut voilà. Donc j'ai un peu je suis un peu débutante là-dedans. Déjà j'ai commandé du fil parce qu'en fait ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que quand même on paye un certain prix la machine hein. Elle est à 1600 €, donc c'est quand même c'est pas donné, et on reçoit une machine qui n'a ni aiguille ni fil. Voilà. Donc c'est hyper frustrant. On reçoit une machine, on est trop content, machin, et on peut même pas, quand je vous dis ni aiguille ni fil, c'est que je m'attendais pas à avoir du fil de ouf, mais au moins une canette pré-bobinée, une bobine de fil blanche, voilà, histoire de pouvoir, et une aiguille, histoire de pouvoir tester sa machine, voilà, faire 2-3 trucs, des brouillons, rien. Donc là, frustration totale, hein, donc vite j'ai couru sur Rascol. Rascol, si vous connaissez pas, c'est un site qui vend énormément de mercerie et de matériel de couture et aussi de broderie, et ils sont hyper efficaces, on reçoit très vite. Donc vous voyez, mon mannequin couture que vous avez vu tout à l'heure, en fait il est neuf parce que l'autre est mort. Donc adieu mannequin couture, donc j'en ai recommandé un, 3 jours après je l'avais à la maison. Donc c'est top, voilà pour Rascol. Donc j'ai commencé par faire des petits tests, et après, voyez, parce que, alors avec une brodeuse on peut faire beaucoup de choses. On peut broder des prénoms, des inscriptions en unicouleur, on peut choisir de changer de couleur à chaque fois, enfin bref, voilà. On peut broder des appliqués. Donc moi c'était cette partie aussi qui m'intéressait énormément, parce que faire des appliqués à la machine à coudre, ça se fait, mais
c'est un petit peu la galère quand même. Et on n'arrivera jamais avec une machine à coudre à faire vraiment la finesse, vous voyez, de changer de grosseur, de machin, voilà. Donc, faire des appliqués, on peut faire des broderies tout simplement, voilà, des belles broderies. Donc j'ai fait un protège carré de santé, voilà. Donc là, voilà, la brodeuse m'a permis de faire l'appliqué. On voit, il est super, hein, c'est pro quoi. Et le prénom qui est brodé. Après le reste, c'est de la couture. Protège carré de santé, je l'ai patronné moi-même. Donc là, en fait, ça, voilà, c'est typiquement le genre de projet que je vais essayer de mettre en vente sur ma boutique. Parce que pour les enfants, quoi, c'est mignon en cadeau de naissance. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis fait une petite pochette parce que je suis souvent en déplacement. Donc moi je bouquine pendant mes déplacements, je lis. Et mon livre il est en vrac dans mon sac, voilà, donc ça s'abîme. Donc vous voyez, je lis soit des livres de poche, soit des livres grand format. Donc je me suis fait une petite pochette pour doubler, pour faire, pour mettre mon livre. Vous voyez, hop. Mon livre, donc là c'est le meilleur des mondes, super livre à lire. Si vous aimez la science-fiction et la philosophie, allez-y. Hop, et je me suis fait ma petite broderie chat. Donc c'est trop chou, moi j'aime bien, c'est girly et tout, avec des paillettes. C'est chouette, voilà. Après, je lis aussi des livres plus grand format. Donc, hop, mais celle-ci n'est pas finie parce qu'il manque, il faut que je la double. Et je l'ai pas fini. J'ai trouvé... Alors les broderies là que je vous montre, ce sont des broderies que j'ai trouvées gratuitement sur internet. Il y a plein de filles qui ont des blogs, qui mettent des broderies gratuites. Moi n'étant plus sur les réseaux sociaux, je vais pas sur les groupes Facebook, mais apparemment sur Facebook il y a des groupes de broderies et tout. Donc là, voilà, hop, petite pochette, future pochette qui sera en format... vous voyez, ce style de format, voilà. C'est mon cadeau de Noël. C'est chouette. Enfin oui, parce que bon... J'ai eu la brodeuse quand même, donc t'as décollé. Donc ça rentre parfaitement. Et là, vous voyez la broderie. Vous avez vu la précision. Bon, j'ai chié dans la colle ici. Pardon pour le vocabulaire. Ouais, c'est un petit peu... ça a été un petit peu compliqué ici parce que... En fait, il faut vraiment bien tendre le tissu, sinon, hop, ça se rétracte quand on brode. Et donc, il y a tout un truc, un stabilisateur, il y a des cadres de broderie. Enfin, dites-moi si vous êtes intéressé par une vidéo de présentation de la brodeuse. Parce que personnellement, j'en ai trouvé sur YouTube de cette brodeuse-là, mais toutes en anglais. Alors on n'est pas forcément... on n'a pas toute la chance de comprendre l'anglais. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo de présentation de la brodeuse, des différents accessoires que j'ai eu avec la brodeuse, et puis mes balbutiements sur la brodeuse. Attention, je ne suis pas du tout experte. Comme vous voyez, en vrai, il y a plein de défauts sur cette broderie. Là, vous voyez, mon tissu, il a plissé parce que mon tissu n'était pas assez tendu. Donc du coup, en n'étant pas assez tendu, il s'est décalé vers l'intérieur. Donc ici, on le voit bien, c'est décalé par rapport, dans l'œil, les couleurs sont décalées par rapport à cet œil-là. Pareil au niveau de la tempe. Voilà. Bon, après, le rendu est quand même sympa, hein. Moi, j'aime bien, donc voilà. Voilà ce que j'ai fait avec la brodeuse. J'en ai fait pour mes collègues. J'ai fait aussi pour les cadeaux de Noël. J'ai fait une pochette pareil de livre à ma petite sœur qu'elle adore. En plus on peut personnaliser les écritures et tout, c'est top. Donc voilà, j'ai pas beaucoup vu de création avec des broderies machines sur les podcasts. Pourtant je sais qu'il y en a certaines qui en ont des brodeuses, donc voilà. Là notamment j'ai commandé sur tissu.net du jersey parce que mon fils est en rade de pull. Et du coup je vais lui faire des sweats et j'ai trouvé des broderies pour les enfants mais top. Les Pokémon, les machins, les pas de patrouille, les dinosaures. Enfin bon, je vais me régaler à lui faire tout ça. Peut-être que dans le prochain podcast vous verrez tout ça. Et à Noël, toujours en rapport avec la broderie, j'ai eu la maxi boîte Madeira. Donc Madeira, c'est une marque de fils pour brodeuse. On peut aussi les utiliser sur la machine à coudre, sur les cours artisanes notamment, pour tout ce qui est appliqué et point fantaisie de la machine à coudre. Elle conseille d'utiliser du fil Madeira.
Donc Madeira, c'est une marque de fil pour brodeuses machines. Donc il en existe d'autres, Mettler, voilà. Et ils vendent des bobines de fil à l'unité ou des kits. Donc moi pour démarrer, je m'étais acheté une petite boîte. Donc je m'étais acheté, vous voyez, hop, je vais vous montrer ça, voilà. Une petite boîte, ça se présente comme ça, il y a quelques couleurs. Mais en fait, contrairement à la couture où on va utiliser une couleur de fil finalement sur un projet, la broderie, et notamment, vous voyez, typiquement cette broderie-là, en fait, il y a plein de couleurs. Donc si on veut vraiment avoir un rendu avec des nuances de couleurs et que ça soit joli, parce que c'est presque pas de la peinture, mais c'est du dessin, quoi. Donc il faut colorier, voilà. Et plus on a de couleurs disponibles, plus ça va être chouette, plus on aura une possibilité et un panel de couleurs important. Donc du coup, à Noël, j'ai eu des boîtes de fils et notamment la maxi boîte avec toute la collection de fils Rayon. Donc les fils Rayon, en fait, ce sont des fils de viscose, vous voyez, et ils brillent un petit peu, voilà, comme ça, et ça apporte un fini super sympa aux broderies. Et quelques fils métalliques. Les fils métalliques, ça va être comme le fil doré, voilà, que j'ai utilisé, qui apporte un côté un peu plus paillette à la broderie. Et du coup, voilà, c'est génial, quoi. C'est génial. Donc voilà pour les créations. Toujours dans le thème de la broderie, mon point de croix pour mon fils, mon abécédaire a pas beaucoup avancé. J'ai fait quelques lettres, mais il doit m'en rester une dizaine à faire. Je vous dis, rentrera au CP, il l'aura, c'est bon. Et puis voilà, mais c'est vrai que ce genre de projet là de broderie, je préfère les faire quand j'ai pas accès à mes machines à coudre ni à mon atelier. Donc ça va être en vacances ou des choses comme ça, ou quand je suis en déplacement et que je reste la nuit sur place. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez vous aussi une brodeuse, à me conseiller des sites internet, des blogs, parce que c'est vrai que j'ai trouvé des blogs où il y a des motifs gratuits ou payants, parce que pareil, j'ai acheté un motif de baleine. Donc là, c'était un test que j'ai fait pour un projet de gigoteuse. Vous voyez, hop, un motif baleine. Donc là, typiquement, on voit du blanc parce qu'il y a un film protecteur à mettre lors de la couture qui est hydrosoluble. Et là, je l'ai pas mis puisque c'était qu'un test, donc voilà. Mais ça fait un rendu hyper propre en fait. J'adore, je suis trop fan. Je suis trop fan de ma brodeuse. Donc, si vous avez des blogs à me conseiller, des sites internet où il y a où on peut acheter du matériel de broderie pour la brodeuse, parce que c'est vrai que tout revient un peu, ça revient cher, quoi, les stabilisateurs et tout. Voilà, si vous avez des conseils, je suis preneuse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je crois que mon podcast va durer hyper longtemps. Donc j'en suis désolée. Hein. Voilà, vous allez rester un petit bout de temps avec moi. Je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine.